parler des limites de la médecine alternative. Et pour commencer, je dirais, on ne devrait pas dire la, mais les médecines alternatives, et certainement complémentaires, on le verra. Je vais parler des placebos, parce que souvent on dit c'est du pipeau, ça ne sert à rien, alors que la science prouve que ça fonctionne et que les médecins s'en servent tous les jours. Je vais parler des huiles essentielles, pour cerner l'efficacité antimicrobienne réelle et les risques de leur utilisation. Mais avant tout, peut-être qu'il faudra parler de la base de la pharmacie, qu'on a peut-être un peu trop simplifié peut-être à des fins mercantiles. Il y a des médecines traditionnelles qui perdurent dans le monde, on s'en rend peut-être pas toujours compte. En Afrique, on utilise toujours les plantes médicinales pour 80% de la population, voire plus. On peut se dire que c'est peut-être à cause de la pauvreté, mais la médecine traditionnelle chinoise reste très présente, alors qu'elle date de 5 siècles avant Jésus-Christ, et elle est toujours utilisée de façon très forte par les Chinois, en toute connaissance de cause reconnue par le gouvernement. Cette médecine se compose de différentes pratiques qui incluent les exercices énergétiques, qui incluent les massages et la diététique, mais l'acupuncture aussi, la moxibustion. Il y a d'autres médecines traditionnelles qui sont encore très utilisées, telles que l'Ayurveda en Inde, qui est aussi une approche très holistique du soin. En Europe, c'est le galénisme qui a été la grande médecine traditionnelle, vulgarisée dans l'ensemble de la Méditerranée, que ce soit dans l'islam, la chrétienté ou le judaïsme, mais seulement à partir du XIe siècle et finalement pour disparaître petit à petit dès le XVIIe siècle. En Afrique, comme je le disais, il y a encore un usage traditionnel des plantes très très étendu, qui est souvent lié ou interprété comme étant lié à la pauvreté. La raison en est le manque de diffusion des médicaments occidentaux, mais quand même aussi un très fort attachement aux usages traditionnels des plantes. J'ai dirigé l'édition de 2 livres sur la compilation des savoirs traditionnels des plantes médicinales, celle de la réserve de Wuiman à Madagascar, une autre sur les plantes du nord du Cambodge, où j'ai travaillé au début des années 2010. En faisant ce travail, on a travaillé avec des scientifiques, des chercheurs. Il y a la grande entreprise Chanel qui nous avait mis à disposition des scientifiques d'ailleurs. Et s'il y avait des connaissances sur les molécules chimiques présentes dans les plantes utilisées par les praticiens. Et on s'est rendu compte que c'était le cas dans beaucoup d'usages de plantes. Donc, ces usages traditionnels étaient extrêmement sensés d'un point de vue scientifique, même si les modes d'application sont là un peu plus compliqués. Et les limites de ces soins par les plantes viennent clairement des possibilités de dosage, des variations de la composition chimique dans les plantes, ce qu'on voit être le cas au niveau des huiles essentielles, on pourra en reparler, mais aussi des compétences pas toujours au même niveau des praticiens. En tout cas, ces plantes contiennent vraiment des molécules chimiques d'importance cruciale pour la pharmacie et n'oublions pas que 50% des produits pharmaceutiques contre le cancer qui sont mis sur le marché depuis les 20 dernières années ont été identifiés dans des plantes. Donc, ça mérite qu'on s'intéresse au sujet et qu'on sache bien que la chimie a ses limites. Enfin, la chimie synthétique industrielle a définitivement ses limites et on a besoin des plantes. La question est finalement, si les chercheurs font le travail d'identifier dans les plantes les molécules utiles et en font des médicaments bien dosés, avons-nous vraiment besoin d'autre chose que d'acheter des médicaments prescrits par nos médecins formés à l'école de la pharmacie industrielle? J'aime bien l'histoire du docteur Jacques Barrier, un spécialiste en médecine interne de Nantes. Il est parti au Gabon au milieu des années 80 pour former des enseignants à la faculté de médecine de Libreville. Et il a poursuivi ça durant plusieurs années. Et il s'est aussi rendu dans d'autres hôpitaux, des grandes capitales, pour faire des formations en médecine conventionnelle. 20 ans plus tard, durant ces formations, il voyait toujours combien les patients restaient attachés à la médecine
disons, ancestrale du village. Cette prise de conscience l'a amené, à partir, dit-il, de 2008, à prolonger ses séjours pour découvrir la médecine dominante en Afrique, qui est la médecine dite traditionnelle. C'est ainsi qu'il a été à la rencontre de devins, guérisseurs au Cameroun, au Burkina Faso, à Madagascar, au Sénégal. S'il reconnaît que la médecine traditionnelle a ses limites malgré tout, il est aussi persuadé qu'elle a beaucoup à nous apprendre du rapport entre médecin et patient. De ce parcours anthropologique, il a tiré un livre qui s'appelle Les arts de guérir en Afrique, de la tradition à la médecine conventionnelle, que je vous invite à rechercher sur Internet, vous le trouverez. Peut-être faut-il ainsi démarrer par faire le point de ce qui se passe au niveau de l'évolution de la santé globale des personnes et de ce que cela demande de soigner. Le symbole de la pharmacie, ce symbole vert que vous voyez partout, est certainement une bonne base de démarrage. À l'origine, le symbole était de 2 serpents enroulés autour d'un bâton d'olivier ou de laurier. C'était l'attribut du dieu grec Asclépios, symbolisant le pouvoir de la guérison, le savoir des plantes médicinales et plus spécifiquement la vie éternelle. Il a ensuite été représenté avec le serpent renversant sa tête vers la couple d'Lydie, fille d'Asclépios et déesse de la santé. Selon la mythologie grecque, Hygie donnait à boire au serpent de son père dans cette coupe. La référence au serpent rappelle le besoin de compétence, puisqu'il faut être initié pour recueillir son venin. Venin qui, de plus, comme tout extrait, peut être à la fois poison ou bénéfique selon la dose. La citation célèbre du médecin alchimiste Paracelse en 1537, « Tout est poison et rien n'est poison, la dose seule fait que quelque chose n'est pas un poison ». Dans le contexte du caducée, le serpent représente la connaissance médicale et la sagesse nécessaires pour pratiquer la médecine de manière éthique et efficace. Dans l'Antiquité, le serpent possède une symbolique étroitement liée avec la santé et la guérison. On s'en rend compte, c'est assez logique. Par ses mues, il symbolise en effet à la fois la régénération et le renouvellement de la vie, puisqu'il perd sa peau et reprend une peau toute neuve et renaît. Le caducée pharmaceutique est utilisé sur les bannières des apothicaires de Padoue dès le début du XIIIe siècle et il sera adopté officiellement en France comme emblème des pharmacies en 1942. Mais un changement dans le symbole est peut-être révélateur d'un problème survenu dans l'application de la médecine moderne. Les 2 serpents, qu'on trouve sur le caducée, ont été remplacés par un seul serpent sur les enseignes des pharmacies, alors que les 2 serpents entrelacés sur le caducée symbolisent la dualité et l'équilibre. Ils peuvent représenter les aspects opposés de la médecine, tels que la maladie et la guérison, ou encore la vie et la mort. Cela était censé rappeler aux médecins l'importance de maintenir un équilibre dans leur pratique et de prendre en compte tous les aspects de la santé de leurs patients, voire de présenter le soin aux malades et de considérer la prévention de la maladie par l'hygiène. Si l'hygiène de base est celle de la limitation des contacts avec les microbes, on sait aussi l'importance de l'hygiène de vie. Ne pas considérer cette hygiène et la prévention est de faire du médecin un promoteur du commerce du pharmacien, pas juste de le mettre au service de la santé en général. Le travail du médecin est-il juste de guérir ou est-il de prévenir la maladie pour garder ses patients en bonne santé? Il est loin d'être sûr que ce soit clair à l'heure actuelle, y compris pour les médecins. Un fait paradoxal, au vu des avancées de la médecine depuis un siècle, est particulièrement inquiétant à l'heure actuelle. Nous vivons actuellement, selon la recherche médicale, une véritable épidémie de cancer chez les moins de 50 ans. Cela ne doit-il pas nous amener à nous poser des questions sur les limites de la médecine moderne ou de la façon dont elle est pratiquée
ou de son rôle incomplet à l'heure actuelle pour permettre aux populations de rester en bonne santé ou de se soigner. Selon l'étude publiée dans la revue britannique BMJ d'oncologie, journal scientifique d'oncologie, en septembre 2023, les cas de cancer chez les 14-49 ans ont bondi de près de 80%, passant de 1,8 million à 3,2 millions entre 1990 et 2019. Et comme c'est les jeunes, il ne s'agit pas vraiment d'augmentation des diagnostics. C'est vraiment un problème réel de recrudescence des cancers chez les gens de moins de 50 ans. Comme principaux facteurs de risque sous-jacents dans cette tranche d'âge, l'équipe internationale à l'origine de la nouvelle étude a pointé une mauvaise alimentation, le tabagisme et l'alcool. Tabagisme et alcool restent des vrais problèmes pour la génération de cancer, mais leur prise est globalement décroissante. Même si avec l'alcool, les prises d'alcool sont plus extrêmes qu'ils n'étaient avant réguliers au cours des repas, etc. Donc, ce n'est pas ça le facteur de croissance. La cause de la croissance du cancer précoce n'est toujours pas claire, ont dit les scientifiques. Un peu plus d'1 million de personnes de moins de 50 ans sont mortes d'un cancer en 2019. C'est plus 28% par rapport à 1990, selon l'étude des scientifiques. Les cancers les plus mortels étaient ceux du sein, de la trachée, du poumon, de l'intestin, de l'estomac. Le cancer du sein a été le plus fréquemment diagnostiqué lors des 3 dernières décennies, avec des cancers qui ont augmenté plus rapidement, qui sont ceux du nasopharynx, derrière la gorge, derrière le nez, et de la prostate. Les scientifiques disent qu'ils ont calculé que ce risque augmente à chaque génération. Par exemple, les personnes nées en 1960 ont un risque d'avoir un cancer avant leurs 50 ans plus important que celles qui étaient nées en 1950. Et nous prévoyons que ce risque continuera d'augmenter dans les prochaines générations, disent les scientifiques. Des chercheurs de l'université d'Harvard avancent que cette tendance inquiétante, qu'ils soupçonnent d'être une épidémie mondiale émergente, prendrait racine dans le mode de vie et le régime alimentaire occidental qui s'est imposé dans beaucoup de pays du monde, mais d'autres incluent dans les causes le mode de vie en général, stress et manque de relations sociales également. Le lien avec le médecin étant une relation sociale. On peut parler ici de l'effet placebo pour parler de son importance. Il est largement documenté scientifiquement que lorsqu'un médecin donne un semblant de médicament à un patient qui lui fait confiance, dans bien des cas, le patient se sent déjà mieux, même s'il ne s'agit qu'une petite pilule de sucre ou de rien du tout. Mais le principe des médicaments dans la médecine moderne est de prouver l'efficacité d'une molécule. Pour être tranquille, on verra après aussi l'histoire des brevets derrière pour la pharmacologie. Ce qui est terrible dans cette démarche de prouver l'efficacité d'une molécule, c'est que quand on prend par exemple l'homéopathie, on sait que ça soigne, mais on peut pas dire comment, donc le médecin va dire non, je vais pas utiliser ça. Ce qui est totalement délirant puisque ça soigne et que ça n'est pas dangereux. C'est un peu là où le prescripteur se discrédite parfois dans la non-reconnaissance de la médecine alternative. On sait que l'homéopathie n'est pas dangereuse et qu'elle fait du bien aux gens. Pourquoi ne pas l'utiliser? Parce qu'on ne comprend pas assez son fonctionnement? C'est assez dramatique, à mon avis. Mais parlons de l'effet placebo. Première démonstration scientifique de l'effet de soins alternatifs, en fait. On a donc constaté qu'en donnant une gélule vide à un patient qui a mal, eh bien finalement ce patient va sentir sa douleur disparaître. C'était empirique. Voyons ce qui a été fait d'un point de vue scientifique récemment, puisque maintenant on a beaucoup plus de facilité à compiler des données scientifiques. Des chercheurs allemands de l'hôpital universitaire d'Esten et des Américains du Dartmouth College ont repris et analysé la majorité des recherches en neuroimagerie menées jusqu'à présent sur la question du placebo.
En fait, ils ont apporté la première preuve que les placebos activent une certaine région du cerveau. Et ça conduit à la libération de molécules analgésiques par le corps lui-même, des opioïdes. Des opioïdes qu'on trouve dans la nature pour calmer les douleurs. Le cerveau va demander à notre organisme de les produire lui-même. Et ils vont être capables de réduire la douleur scientifiquement. Et les tests ont été faits de la manière dont on teste les médicaments. On a pris un groupe témoin à laquelle on ne donnait pas ces placebos. Eh bien, figurez-vous que la réduction des usages des opioïdes, pour arriver au même résultat, on a pu utiliser 60% d'opioïdes en moins. C'est phénoménal. En fait, on a soigné les gens en leur donnant moins de médicaments dont on connaît les effets secondaires délétères. Les études ont principalement porté sur des maladies pour lesquelles il n'existe pas de traitement efficace à l'heure actuelle. La douleur en particulier, les maux de dos chroniques, les invalidités fonctionnelles qui s'ensuivent ont diminué de façon considérable avec la prise de placebo pendant 3 semaines. Les survivants de cancer qui souffrent de fatigue continue allaient également mieux grâce au placebo, y compris ce qu'on appelle des placebos ouverts. C'est-à-dire, on a dit aux gens, on va vous donner quelque chose qui va vous faire du bien, mais il n'y a rien dedans. Et ça fonctionne. Les migraines se sont davantage améliorées chez les personnes prenant des placebos ouverts que chez celles qui n'en recevaient aucun traitement. Et les usages des placebos ont démontré leur efficacité au-delà de simplement la douleur, même si c'est une problématique très très importante. Dans sa thèse, une médecin chercheuse, Aurélie Trouillou, évoque des résultats d'une étude qui ont travaillé sur l'ulcère gastrique. 2 groupes de patients ont reçu le même placebo, donc rien dedans, mais on le leur a présenté comme un nouveau médicament prometteur. Le premier groupe a reçu le placebo par un médecin et le second par une infirmière. Et les résultats favorables ont atteint 70% dans le groupe du médecin qui a prescrit le médicament, qui l'a donné au patient, et seulement 25% dans le groupe à qui le médicament a été donné par une infirmière. On appelle ça l'effet blouse blanche. Donc, le psychologique est très important, mais on voit aussi qu'il a un effet physiologique mesurable, puisque dans le cas présent, les ulcères ont diminué. On sait aussi qu'avec un effet placebo, le cerveau, donc, est capable de modifier la fréquence cardiaque, la pression artérielle et même les changements dans l'activité cérébrale. Donc on comprend bien le besoin d'approche holistique qui est resté dans les médecines chinoises et indiennes. Ces phénomènes mettent en évidence la capacité de notre mental à influencer notre état physique. Ils soulignent l'importance de l'interconnexion entre le psychologique et le physiologique. Les mécanismes de cet effet placebo sont complexes et font intervenir plusieurs composantes, y compris des modifications dans la libération de ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Il y a des endorphines et ça va entraîner des changements dans l'activité de certaines régions du cerveau, en particulier celles qui sont associées à la douleur et à l'émotion. Ces mécanismes démontrent que l'effet placebo n'est pas simplement le résultat d'une illusion ou d'une suggestion, mais implique des changements biochimiques et neurologiques réels. Un chercheur de l'hôpital de Boston aux États-Unis, Kaptchuk, avec ses collègues, ils ont inclus 80 personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable, colopathie, on appelle ça aussi, colopathie fonctionnelle, dans un essai clinique. Qui de ces patients ont reçu 2 gélules 2 fois par jour, les autres n'ont reçu aucun traitement. Les chercheurs ont bien pris le soin d'expliquer au groupe qui prenait le placebo que les gélules ne contenaient aucun médicament. Ils leur ont expliqué également que des essais cliniques avaient montré que les placebos pouvaient induire des processus d'auto-guérison.
Et ça fonctionne. Donc, si on prend conscience de la force de notre esprit, eh bien finalement, on parvient à s'auto-guérir. C'est phénoménal. Et c'est démontré scientifiquement. Cela a été confirmé par des chercheurs du CNRS en 2023. Donc, et ils précisent que les mécanismes sont désormais bien établis. Il reste encore beaucoup de choses à comprendre, mais en tout cas, c'est démontré. Et grâce à plusieurs travaux menés depuis plusieurs décennies, il apparaît que la conviction du patient que le placebo va améliorer son état, va pouvoir déclencher diverses modifications cérébrales et physiologiques susceptibles de soulager ses symptômes. Ça va être la douleur, mais aussi la stimulation de l'immunité, la modification de la pression artérielle, etc., etc. Beaucoup de sécrétions de certaines biologiques sont encore mal comprises, mais elles vont fonctionner avec le cerveau. Les cortisols en particulier, hormones du stress, les endorphines et les enképhalines, des neurotransmetteurs que produit naturellement notre cerveau, qui sont des neuromodulateurs, vont être influencés par notre cerveau. Et lors d'un rhume, il va y avoir une diminution de la libération par la maladie de l'hormone du stress, le cortisol. Et en fait, ce cortisol à faible dose va être bien. Et là, dans le cas présent, il affaiblit l'immunité. C'est ainsi une augmentation des défenses immunitaires qui se produit. Si cela fait plusieurs dizaines d'années qu'on travaille sur l'effet placebo, juste une petite parenthèse ici sur ce qu'on appelle, depuis 2022 en particulier, suite aux études qui ont été menées sur l'application du vaccin pour le Covid, l'effet nocebo. En fait, il y a eu une publication dans un journal scientifique international sur les résultats des essais cliniques vaccinaux. Et on s'est rendu compte que les vaccins donnaient des maux de tête. Et là aussi, en fait, il y a eu une étude qui a fait des fausses injections de vaccins. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens avaient mal à la tête, avaient des maux de tête, dans 76% des cas, systématiquement après un vaccin, parce que ils avaient reçu le vaccin. Donc même si c'était un faux vaccin, ils sentaient des maux de tête. Et donc c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo, c'est-à-dire notre cerveau va avoir une réaction négative vis-à-vis d'un traitement qui ne lui est pas approprié ou que lui ne sent pas approprié ou qu'il sent dangereux pour lui. Donc en tout cas, d'un point de vue scientifique, les médecins reconnaissent tous l'importance de ces effets amenés par la perception du patient dans son utilisation des soins. Ce serait insensé de ne pas en tenir compte, sachant que ça fait aussi bien du bien ou du mal, suivant qu'on a la perception que ce qu'on va nous donner va nous faire du mal, et effectivement, on se dit, tiens, ça me fait du mal. Donc, maintenant, il faut comprendre pourquoi il n'y a pas plus de travaux sur les médecines alternatives que l'on sait scientifiquement faire du bien aux gens. Bien, il y a une première chose qu'il faut comprendre, c'est que la recherche coûte cher. Et la plupart de la recherche est financée par des laboratoires qui vont mettre les produits sur le marché. Et l'effet placebo a été relativement étudié parce qu'il est utilisé par l'industrie pharmaceutique pour démontrer l'efficacité souvent supérieure ou parfois supérieure des médicaments, même si elle est supérieure à 1 ou 2%, il faut démontrer qu'une molécule va avoir un véritable effet. Le lancement d'un médicament coûte une fortune. 100 millions d'euros pour lancer un médicament. Personne ne va faire ça sur une plante, quelle que soit son efficacité, parce qu'elle ne peut pas être brevetée. Les médicaments qui sont mis sur le marché, qui sont brevetés, sont des molécules uniques, voire des mélanges de 2 ou 3 molécules, mais en tout cas, il faut démontrer la spécificité de l'activité d'une molécule. Ce qui est trop compliqué pour un extrait de plante dans lequel sera cette molécule, parce qu'il faudrait, théoriquement, démontrer quels sont les effets des autres molécules, même si on s'en fout si elles sont pas dangereuses. Les laboratoires qui ont mené ces études, lorsqu'ils gagnent, ils gagnent beaucoup. Parce que la fabrication de la molécule en elle-même, en industrie chimique, coûte très peu cher en général.
Et donc, c'est l'État qui a mis un holà à certains abus en obligeant les brevets à devenir obsolètes au bout de 10 ans. Donc le laboratoire qui s'est fait pendant 10 ans de l'argent sur sa molécule brevetée, il a fixé lui-même le prix du médicament, et bien aussi il a gagné suffisamment d'argent, et après d'autres fabricants vont maintenant faire ce qu'on appelle des génériques au bout de 10 ans, qui vont être souvent à beaucoup moins cher, parce que ils n'ont pas eu à financer aussi la recherche, peut-on se dire. Mais encore une fois, le problème, c'est qu'un médicament qui soignerait, qui serait une plante ou un extrait de plante avec des molécules complexes à l'intérieur, ne pourra pas être breveté, et donc les études qui démontrent son efficacité sont rarement menées. Et je vous reprends l'exemple de l'homéopathie, où on sait que ça fonctionne, on ne sait pas comment, alors que là, il n'y a même pas de molécules dedans. Maintenant, si on parle d'autres produits dans lesquels on sait qu'il y a des molécules, on peut parler des huiles essentielles. Parce que là, contrairement à l'homéopathie, vous allez avoir une analyse chimique qui va bien montrer qu'il s'agit d'un concentré de molécules extraites de la plante, puisque la distillation d'une plante pour fabriquer une huile essentielle, elle peut donner souvent jusqu'à 1% de rendement, mais c'est assez rare, c'est plus souvent 0,3%. Ça veut dire qu'il faut 300 kilos de feuilles pour faire 1 kilo d'huile essentielle. Et parfois, c'est 1 pour 1000, voire moins. C'est-à-dire qu'il va falloir 1 tonne de feuilles pour faire 1 kilo d'huile essentielle. On imagine bien que là, nous avons du concentré. Les analyses vont montrer qu'il y a dans ces huiles essentielles un concentré de molécules dont certaines sont connues pour leurs principes actifs. On va y venir. Et le plus simple dans la démonstration de ces principes actifs, c'est ce qu'on appelle des aromatogrammes, qui sont plus utilisés. On se bagarre pour qu'ils soient remis en place, qui sont exactement les mêmes qui sont utilisés pour l'industrie pharmaceutique dans ce qu'on appelle des antibiogrammes. C'est-à-dire qu'on va tester une huile essentielle sur une bactérie et on va voir qu'elle est antibactérienne de la même façon qu'on utiliserait un antibiotique pour vérifier qu'il fonctionne contre une bactérie. Démontrer les propriétés antibactériennes des huiles essentielles, c'est une chose. Donc, c'est déjà intéressant d'un point de vue scientifique. Mais en fait, les soins par les huiles essentielles vont beaucoup plus loin que ça. Et dans une huile essentielle, il y a tout un tas de molécules différentes qui chacune vont avoir des propriétés. Il y a eu des très gros travaux qui ont été menés, en particulier dans ce qu'on appelle maintenant l'aromathérapie scientifique, pour essayer d'identifier chaque molécule, quelles sont ses propriétés. Et il y a des familles de molécules qui sont maintenant connues pour avoir des propriétés qui vont être justement soit antibactériennes, mais qui peuvent être aussi antivirales. Les huiles essentielles ont des propriétés démontrées antivirales, mais aussi qui peuvent être antalgiques et qui peuvent avoir un tas d'autres rôles sur le corps, sur l'organisme. En fait, autant qu'il y en a dans les molécules qui sont dans la médecine allopathique, qui sont dans les pharmacies. Maintenant, la difficulté des huiles essentielles, c'est de savoir quelles sont les propriétés de chacune de ces molécules. On l'a vu tout à l'heure, quand on pose un brevet en pharmacologie traditionnelle, c'est sur une molécule. Et là, dans une huile essentielle, il va y avoir beaucoup de molécules différentes, parfois des dizaines. Et la difficulté de l'application de cette médecine complémentaire ou alternative, ça va être de démontrer quelles sont les propriétés de chacune de ces huiles essentielles, sachant qu'elles ont des compositions qui sont complexes, voire variables. Et c'est un peu ça, la limite, puisqu'on a parlé de limite, de l'utilisation de l'aromathérapie, c'est être capable de comprendre quels sont les effets de chacune des molécules et donc quels sont leurs potentiels désagréments. Et c'est là où on arrive en fait avec les risques, quels sont les risques des molécules. Mais maintenant, il y a eu des travaux aussi de compilation des données qui existent maintenant sur les huiles essentielles, sur leurs utilisations et sur les effets secondaires. Et il y a en particulier un document qui a été fait par un consortium d'experts, médecins et pharmaciens de très haut niveau, donc des médecins, des professeurs de médecine et des spécialistes, des biologistes qui ont travaillé sur les effets des huiles essentielles. Et c'est très très bien documenté, que ce soit sur l'efficacité ou que ce soit sur les effets secondaires. Un petit point cependant de limitation justement de l'aromathérapie scientifique,
les gens qui travaillent vraiment sur les huiles essentielles depuis des années et des années, eh bien, vont vous dire aussi qu'il y a un effet très important d'interaction entre les molécules et qui justement va faire que des molécules en tout petit pourcentage vont avoir un effet souvent bénéfique par rapport à l'ensemble de l'activité qui est recherchée sur l'activité de l'huile essentielle elle-même ou de la molécule majeure que l'on va trouver dans l'huile essentielle. Maintenant, si on revient sur cette molécule majeure, je vais vous donner un exemple très précis, je veux dire qui est celui du 1,8-cinéol. Le 1,8-cinéol, les gens qui connaissent l'aromathérapie le connaissent bien, c'est lui qui est dans le Ravinsar, qui est aussi dans le Sarotsar, je veux dire qu'on a développé. Et ce 1,8-cinéol a fait l'objet d'un brevet, un brevet pharmaceutique, mélangé à un antibiotique. Tenez-vous, le brevet date de 2022, donc c'est le premier dans son domaine. Il a été breveté que l'utilisation du 1,8-cinéol, donc une molécule qui est présente dans les huiles essentielles, eh bien, permet de rendre plus efficaces les antibiotiques, l'amoxicilline dans le cas présent. Donc, c'est vraiment breveté, reconnu par la science pharmaceutique classique. Et pourquoi? Parce qu'on a isolé cette molécule de 1,8-cinéol. Maintenant, je vais vous donner une application très simple. Pour quelles sont les limites, et justement on l'a vu, de des médecines alternatives, c'est de se dire, sur un 8-cinéol, s'il est efficace, c'est génial. Si on sait que les autres molécules sont pas dangereuses dans une huile essentielle, on sait. Et effectivement, c'est le cas. Vous avez dans du 1,8-cinéol, dans du Ravinsar, ou encore une fois du Sarotsar, et dites-vous bien que si vous en avez 50% dedans, quand on prend du paracétamol, vous savez tous que du paracétamol, il va y en avoir à 100, non plus beaucoup, à 500 ou à 1000. Et en fait, si vous prenez 2 pilules de 500 à la place d'une pilule de 1000, eh bien, c'est exactement la même chose. Eh bien, on va vous dire tout simplement que dans votre huile essentielle, à la place d'isoler le 1,8-cinéol, si vous prenez une huile essentielle qui contient du 1,8-cinéol, vous aurez obligatoirement le même effet que si vous prenez du 1,8-cinéol pur, voire plus, parce que c'est ce que montrent justement les travaux de différents spécialistes des huiles essentielles, c'est ce qu'on appelle le totum, c'est-à-dire que les molécules présentes en petite quantité vont aussi avoir des effets bénéfiques. Et en fait, on a même des études scientifiques qui montrent que quand vous prenez 2 molécules, et on a une étude qu'on a faite sur les crevettes, pas sur les humains, sur les crevettes, en comparaison des antibiotiques. Et si vous prenez une molécule qui est le linalol, je veux dire qui est celle du basilic, qu'on va trouver souvent, et le 1,8-cinéol, justement, qui est celui qu'on appelle aussi l'eucalyptol, qui a cette odeur très typique, si vous vérifiez les propriétés antibactériennes du linalol, vous allez trouver qu'elle a une certaine efficacité. Si vous étudiez les effets antibactériens sur la même bactérie du 1,8-cinéol, vous allez trouver qu'elle a une efficacité également. Mais quand vous mélangez les deux, ou quand vous avez l'huile essentielle qui a les deux dedans, vous allez trouver plus d'efficacité. C'est tout à fait plus d'efficacité que l'efficacité cumulée des deux. C'est assez incompréhensible, a priori, et pourtant ça fonctionne. Donc ça montre l'importance de ces huiles essentielles bien conçues et complètes elles-mêmes. Maintenant, on a parlé des limites, c'est le sujet d'ici. Il y a cette variation de composition chimique qui est très importante. Et on a mené beaucoup de travaux sur les huiles essentielles de Madagascar en particulier, parce qu'un arbre ne va pas donner obligatoirement la même huile essentielle qu'un autre arbre. Et parfois, suivant son environnement de croissance aussi, il va produire des huiles essentielles différentes. Et donc, c'est vrai que ça pose la complexité de l'utilisation des huiles essentielles, et c'est une des limites, c'est qu'il faut savoir ce qu'on utilise. Parce que si la composition n'est pas la même, bien sûr, les propriétés ne vont pas être les mêmes. Et donc, il est indispensable déjà de pouvoir travailler avec des laboratoires qui vont être capables de vous démontrer quelles sont les analyses qui ont été faites et qui sont capables de les montrer à des spécialistes qui vont dire, oui, c'est effectivement ce type d'huile essentielle spécifique qui fonctionne. Bon, parlons précisément des risques liés à la toxicité des huiles essentielles, parce qu'il faut en parler. Parce qu'on en parle souvent beaucoup, on entend dire beaucoup de choses. Donc déjà, rappelons que les huiles essentielles sont des composants de molécules naturelles que l'on trouve au quotidien, notamment dans votre alimentation, dans les produits d'hygiène, les parfums et les produits sanitaires. Donc on y est exposé toute la journée, en fait, de façon répétitive, chacun dans notre vie de tous les jours. Et en fait, on se rend bien compte qu'il n'y a pas spécifiquement d'effets secondaires graves. Donc, justement, si c'est dans des petits dosages déjà avant tout.
Il y a de nombreuses études, ça a été la mode dans l'industrie cosmétique à un moment donné d'utiliser les huiles essentielles. Et donc, il y a de nombreuses études qui ont été faites pour vérifier l'innocuité des huiles essentielles. Et bon nombre d'entre elles ont montré une innocuité cutanée totale, c'est-à-dire quasi totale, je veux dire, sauf si on exagère bien évidemment, comme tout, hein. Le limanol, le limonène ont montré leur innocuité cutanée, même si il y a des doutes qui parlent, les gens ont toujours peur, etc. Mais là, on parle d'études scientifiques. Et je peux vous dire que nous, on a sorti le Sarotsa en cosmétique chez Yves Rocher. Et Yves Rocher, je me souviens très bien quand on a mené tous ces travaux de recherche avec Yves Rocher, vous imaginez bien qu'Yves Rocher ne peut pas se permettre, absolument pas, d'avoir une cliente qui reviendrait en disant « Tiens, j'ai une allergie, j'ai ma peau qui... » Donc, quand ils ont décidé de mettre sur le marché des produits avec des huiles essentielles, soyons clairs, parce que c'était un peu tendance, et puis parce que nous, on arrivait avec les chercheurs d'Yves Rocher à montrer qu'il y avait des vraies propriétés, des propriétés de régénération cellulaire, des propriétés cicatrisantes des huiles essentielles. Et on a même démontré scientifiquement qu'il y avait des propriétés de production, enfin, de renforcement de la production naturelle de collagène de l'organisme. Et donc là, on a fait tous les tests, enfin c'est Yves Rocher et ses laboratoires qui ont fait tous les tests pour bien vérifier qu'il n'y avait aucune toxicité et qu'il n'y avait absolument aucune irritation de la peau qui pouvait, encore une fois, à des doses raisonnables, apparaître suite à l'utilisation du Sarotsar sur la peau, en cosmétique plus particulièrement. Ceci étant, certaines molécules ont des risques certains. Les cétones, les phénols par exemple, qu'on va retrouver dans le girofle ou dans la cannelle, il y a des molécules dans la cannelle qui s'appellent le cinamaldéhyde qui vont être très irritantes et sensibilisantes. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les huiles essentielles, c'est clair. Quand on dit qu'une huile essentielle est sans danger, eh ben, il faut qu'on ait bien travaillé sur la composition et qu'on soit sûr de ce qu'on dit, parce qu'on ne peut pas utiliser les huiles essentielles n'importe comment. Mais c'est le cas de tout ce qu'il y a sur la planète. Si vous buvez trop d'eau, vous allez aussi vous sentir mal à un moment donné. Donc, c'est pas possible. Il faut savoir ce qu'on utilise. Et ça, c'est très important de montrer quelle est la composition chimique. Et quand on dit qu'une huile essentielle est sans danger, c'est qu'elle doit être sans danger. Donc, on est bien vérifié sa composition chimique avant de dire qu'elle est sans danger. En toxicologie, on va considérer que toute substance peut être considérée comme toxique. Vous vous rappelez, on avait parlé du fameux pharmacon, c'est la dose qui fait le poison. Donc, par conséquent, il faut savoir que quand vous allez vraiment vous documenter, vous allez voir qu'une huile essentielle, on va utiliser le terme obligatoirement, qui a une toxicité acceptable. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie absolument pas que cette huile est toxique, mais au contraire, elle présente un risque totalement accepté pour l'usage courant qui en est fait pour le grand public. Donc ça, c'est important à noter, c'est que quand on voit ces termes justement scientifiques, toxicité acceptable, eh bien ça veut dire que c'est vraiment acceptable, qu'il n'y a pas de risque là-dessus. Alors dans les magazines, il y a parfois des gens qui ont peur de ça et qui le reprennent parce que ça fait vendre de dire attention, les huiles essentielles sont dangereuses. Donc je les redis et je les redis. Il y a certaines molécules, il y a certaines huiles essentielles qu'on ne peut pas utiliser dans n'importe comment, qui vont être agressives sur les muqueuses en particulier. On a parlé de la cannelle et du girofle, des molécules qui ont des phénols en particulier. Mais d'autres huiles, il faut voir que par exemple, quand on parle du paracétamol, que tout le monde utilise, eh bien, le paracétamol va être plus toxique que certaines huiles essentielles, telles que la lavande, l'eucalyptus radié, le laurier noble, le sarotsar, le ravinsar. Ils vont être dans le classement de la toxicité des produits existants sur le marché. Ils vont être moins toxiques que le paracétamol, qui est classé dans ces substances-là, dans les substances à toxicité faible, parce que si vous en prenez trop, eh bien évidemment, il y a toujours un risque de toxicité, mais en gros, il n'y a pas de risque spécifique d'une huile essentielle quand quelqu'un de compétent vous dit qu'elle n'est pas dangereuse. Mais encore une fois, on l'a bien vu, quelqu'un de compétent. Je vais aller jusqu'au bout, passer un peu en revue justement cette toxicité. Certaines huiles essentielles sont connues comme étant potentiellement très toxiques.
Et en fait, elles sont interdites sur le marché. Vous ne les trouverez ni en pharmacie, ni en vente sur Internet. Et dans les huiles, j'ai parlé des phénols tout à l'heure, qui sont dermocaustiques, irritants pour les muqueuses. Vous allez avoir le girofle, le thym qui sont des produits qui peuvent avoir des propriétés antibactériennes vraiment phénoménales et qui sont utilisés, mais qui seront à prescrire dans des conditions très strictes. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir dépasser 6 gouttes d'huile essentielle par jour, en pur ou en mélangé en voie orale, et qui seront à éviter totalement en voie cutanée. Donc tout ce qui est girofle, thym, je dirais, etc., mais même le citron jaune, les menthes poivrées, sont des huiles essentielles qu'on ne va pas utiliser sur la peau ou alors à très faible pourcentage. Donc si elles sont diluées très largement dans une huile végétale, c'est-à-dire maximum 3% d'huile essentielle phénolée dans une huile végétale, n'importe quoi, hein, d'amande ou même d'huile d'olive si vous voulez, de tournesol, et bien à partir d'une concentration inférieure à 3%, il n'y a plus de risque, mais il faut absolument pas les mettre pures sous la peau. Les huiles essentielles à monoterpènes, c'est une famille moléculaire, donc qui sont le limonène, le pinène en particulier, qu'on va retrouver dans le pain, le limonène dans le citron, mais dans beaucoup d'autres huiles essentielles. Et bien même chose, il va falloir les diminuer au moins à moitié dans des huiles végétales pour les prendre par voie orale et ne pas les utiliser trop longuement. Il y a aussi des molécules qui peuvent être complexes, qui sont les cétones, qu'on va trouver la menthe poivrée. Donc là, c'est des molécules qui peuvent être épileptisantes. Et donc, pour des gens qui ont des problèmes épileptiques, eh bien, il ne faudra pas les prendre. Et encore une fois, là, on va dire qu'il y a des risques pour les nourrissons, les femmes enceintes. Eh bien, parce qu'on ne sait pas si un enfant de moins de 7 ans, il est épileptique et on va éviter de déclencher une crise. Et donc là, on va éviter pour ces huiles-là de les prescrire aux enfants et aux femmes enceintes. Et donc, voilà un petit peu les usages. Des huiles essentielles avec des aldéhydes qui sont comme justement la cannelle écorce dont on a déjà parlé, eh bien elles vont être vraiment irritantes pour les muqueuses et les yeux. Et donc, on ne va jamais les utiliser pures. Et là, pareil, à moins de 5% dans une huile végétale. Et on ne va pas les utiliser en diffusion atmosphérique ou dans des bains aromatiques. Après, il y a des molécules qui sont beaucoup plus faciles, qui contiennent en particulier des esters, la lavande, l'ylang-ylang, le petit grain bigaradier. Eh bien, l'ylang-ylang, vous allez avoir une toxicité qui est nulle, sauf à des doses très élevées. Il faudrait vraiment vouloir se boire un demi-litre d'huile essentielle d'ylang-ylang et encore, et pour faire ça, il faut y aller. Donc, c'est vraiment des huiles essentielles qu'on va considérer à toxicité nulle ou quasi nulle dans une façon d'utiliser les huiles essentielles normalement. Il y a zéro problème, même si on va éviter d'en mettre tous les jours sur la peau parce que ça va dessécher la peau. Donc, on va faire quand même attention à ça. Mais en tout cas, on arrive là sur des huiles comme le Ravinsar, comme le Sarotsar en particulier, qui vont, dans le Sarotsar et le Ravinsar, on va faire attention aux femmes enceintes et puis aux petits-enfants. Mais ce sont des huiles qui sont très faciles d'utilisation et qu'on va pouvoir considérer comme quasiment non toxiques aux doses recommandées par les utilisateurs. Et pour finir sur le sujet, je vais vous citer une étude qui n'est pas de fabricant ou d'utilisateur averti d'huile essentielle, mais bien de l'ANSES, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail, qui date de 2019, une étude qui a été menée auprès de 22 000 consommateurs, dont certains réguliers, donc qui considéraient plus de 1 million de produits qui avaient été vendus, et seulement 12 personnes sur les 22 000 mentionnaient avoir ressenti une gêne respiratoire en l'utilisation des huiles essentielles en air intérieur, c'est-à-dire en diffusion. Donc, et dans ces 12 personnes, eh bien, en général, ce qui avait été signalé, c'était une gêne qui avait été passagère, donc qui n'était pas restée, qui n'avait absolument rien de grave, et qui avait été parce qu'ils avaient surutilisé les huiles essentielles. Donc, sur 22 000 personnes qui ont utilisé des huiles essentielles, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail nous dit que finalement, il y a quasi personne qui a eu de gêne suite à la diffusion des huiles essentielles. Encore une fois, quand ce sont des huiles qui vous ont été proposées par des professionnels qui en ont fait l'analyse.
Alors, pour finir, on l'a vu, il y a des vraies limites qui sont celles du professionnalisme des gens à qui on a affaire, que ce soit dans les usages traditionnels que moi j'ai pu voir en Afrique, il y a des vrais praticiens qui connaissent vraiment les plantes, qui ont de l'expérience passée de génération en génération. On a ça en France, on a l'État aussi qui a reconnu l'usage de plein de plantes qui étaient médicinales traditionnelles et qui sont reconnues comme étant officiellement avec des propriétés médicinales, hein, pour aux tisanes de romarin en particulier, pour les problèmes digestifs et de tout. Donc, il y a vraiment des possibilités d'usage de ces huiles essentielles et des autres médecines, comme on dit, alternatives. Et il faut en voir la limite que dans le professionnalisme au niveau des produits qui sont proposés et le professionnalisme au niveau du prescripteur, si jamais il y a une prescription d'une utilisation spécifique qui est proposée de ces médecines alternatives. Et donc, je voudrais aussi attirer l'attention sur ce que je pense qui va être l'avenir, c'est le fait de considérer beaucoup de ces médecines, comme dans la médecine ayurvédique, en complémentaire, c'est-à-dire on va, en cas d'urgence, faire appel à nos hôpitaux qui sont extraordinaires en Europe, on a de la chance, faire appel à son médecin, mais ça ne va pas empêcher, je l'espère, que petit à petit, les médecins et les pharmaciens considèrent de plus en plus ces médecines alternatives comme des médecines complémentaires qui vont aider à faire se sentir profondément mieux et pas juste traiter la maladie à un moment donné, et qui vont aussi permettre de renforcer l'usage de certains médicaments. Et dans les antibiotiques en particulier, on sait qu'il y a un énorme problème. L'Organisation mondiale de la santé nous dit que le prochain gros problème de santé, c'est celui de l'antibiorésistance. Nos antibiotiques chimiques commencent à être à ne plus être efficaces sur certaines bactéries qui se développent, qui se multiplient. Et donc, il va falloir qu'on utilise aussi des huiles essentielles en complément de ces antibiothérapies classiques pour renforcer leurs effets et éviter l'antibiorésistance. Donc, je l'espère, il y a des risques, il y a des limites, mais elles sont vraiment limitées quand c'est bien prescrit. Et il y a vraiment un avenir pour ces médecines complémentaires, en particulier les huiles essentielles. À très bientôt.